21h tout juste passé. On va accueillir l'invité du dimanche. Vous pouvez rentrer, Pierre-Yves Bournazel. Vous êtes député Agir de Paris et candidat déclaré à la mairie de Paris. On reviendra sur ce sujet aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous faire réagir justement à cette convention de la droite, à ce que dit Marion Maréchal. Elle le dit, il faut briser les barrières partisanes. On l'écoute. Qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier? Ce que nous commençons aujourd'hui à faire, avec la présence, disons-le, assez inédite, dans un même événement public, à la fois, et je le remercie, d'élus venant des Républicains et d'élus venant du Rassemblement national, entre autres choses. Voilà, il faut briser les barrières partisanes. Est-ce que, selon vous, les digues sont prêtes à céder entre la droite et l'extrême droite ? D'abord, je fais partie de ceux qui pensent que le clivage gauche-droite, comme on l'a conçu depuis des années, n'existe plus. Il y a d'autres formes de clivage, et c'est dans une démocratie bien normale. Mais si on devait revenir à une sémantique classique gauche-droite, je ne comprends pas le mot droite dans cette convention. Parce que c'est très clairement l'extrême droite, c'est très clairement le nationalisme, c'est très clairement des boucs émissaires. C'est comme ça que vous la définissez, la droite. Vous avez entendu les mots utilisés ensauvagement, c'est-à-dire celui qui n'est pas moi. Celui qui est différent de moi, c'est un sauvage. Mais enfin, c'est quand même les ligues d'extrême droite des années 30. Ça sent le discours extrêmement dangereux pour l'avenir du pays. Et quand on parle de Jacques Chirac, en ce moment, eh bien, il faut retenir sa leçon, son discours de Villepinte en 2002, qui a expliqué que il fallait faire attention au retour de l'extrême droite, qu'il ne fallait jamais composer avec l'extrême droite. Et on l'a vu. Car l'extrême droite a toujours trahi la France, et notamment, on l'a vu malheureusement, dans les années noires et les années 40. Mais pourtant, il y a quand même ces jeunes républicains qui ont accepté de dîner avec Marion Maréchal. Ça fait polémique. Il y a un député qui était là hier également, un député Les Républicains, Thierry Mariani, qui est passé de l'autre côté. Il n'y a pas quelque chose qui a changé? Ça, c'est la démocratie. Qu'il y ait des gens qui deviennent d'extrême droite, c'est tout à fait leur droit. C'est le débat démocratique. Mais on ne peut pas qualifier de droite des gens qui ne pensent pas comme la droite le pensait. Jacques Chirac a constitué en 2002 l'UMP, puisque nous en parlons beaucoup, sur 3 éléments essentiels. D'abord, un rassemblement de la droite et du centre, avec des gens modérés. Après avoir beaucoup disputé le leadership de la droite, Jacques Chirac est devenu le leader de la droite et du centre, sur une ligne européenne, il n'avait pas toujours été, mais sur une ligne clairement européenne, je ne vois pas où est la ligne européenne là en l'occurrence, et puis surtout avec un refus très clair de porosité avec les idées de l'extrême droite. Or, si certains aujourd'hui veulent aller vers des idées extrême droite, c'est leur problème, mais qui n'appellent pas ça la droite républicaine. Renaud. Est-ce que vous avez été surpris par le discours de Marion Maréchal hier, notamment le début de discours où elle parle du grand remplacement comme le premier défi? Est-ce que vous avez été surpris déjà, et comment vous expliquez le fait qu'effectivement, on la disait un peu plus modérée que sa tante, conservatrice, et là, bon, elle a frappé fort. Comment vous expliquez ça? Écoutez, d'abord, elle dit qu'elle est conservatrice. Moi, je pense qu'elle est réactionnaire. C'est-à-dire qu'elle veut retourner dans un monde qui n'existe plus. Le monde du passé, où au fond, il y aurait une seule ligne, une seule façon d'être, grosso modo, pour simplifier, peut-être pour caricaturer, mais c'est un peu ce qu'elle dit, une France blanche et catholique. Mais ce n'est pas la France d'aujourd'hui. Moi, je crois que le grand défi du XXIe siècle, ce n'est pas celui du grand remplacement. C'est le défi climatique, c'est le défi des migrations en 2 mots. Comment à la fois mieux accueillir dignement en Europe, et à la fois comment mieux maintenir des populations en leur permettant de se développer dans leur pays d'origine. Vous avez vu Guillaume Larrivé qui propose de revoir le droit du sol. Ça correspond tout à fait à ce que dit l'extrême droite. Mais si j'ai quitté, alors que j'étais porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne de la primaire de 2016, LR, c'est peut-être pas pour rien. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que Madame Maréchal défend ses idées, c'est son droit, mais c'est clairement une ligne d'extrême droite, c'est une ligne nationaliste, un nationalisme obsidional. Plus que Marine qui Le Pen. cherche. Oui, Vous pensez qu'elle a dépassé Marine? Plus, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est clairement assumé, avec des propos extrêmement durs et virulents, qui sont extrêmement dangereux dans la société, parce qu'ils cherchent des boucs émissaires, et le bouc émissaire, c'est toujours le même, c'est celui qui est différent de moi, c'est l'étranger, c'est celui qui n'a pas la même orientation sexuelle, c'est toujours un problème quand on n'est pas dans la bonne ligne. Et ça, c'est extrêmement dangereux, et je pense qu'il faut une réponse des progressistes à cette ligne politique dangereuse. Une réponse concrète, parce que ça oui, porte, concrète, tout ça à porte fait. auprès de tas de Français, ce discours. Bien sûr. Malheureusement, c'est une oui. situation d'échec pour les progressistes. Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle il faut remettre du contenu. Et c'est quand j'ai voté, par exemple, le seul député parisien à avoir voté l'interdiction du glyphosate, je dis qu'il faut passer à des actes. Si on veut réussir le monde de demain, il faut passer aux actes. Si on veut transformer profondément notre modèle de production et de consommation, il faut faire des choses. Si on veut
traiter le problème des migrations en 2 mots encore une fois, il faut dignement accueillir, car la dignité et l'humanité que l'on peut avoir permet de mieux intégrer et aussi d'avoir une stratégie de coopération pour maintenir des populations dans leur pays d'origine. Ça veut dire accepter de financer à l'échelle européenne des projets, notamment en Afrique, pour le maintien de ces populations, sur l'accès à l'alimentation durable, l'accès à l'eau, l'accès à la formation, à l'école, aux infrastructures. C'est de ça dont il faut parler et pas du discours de Madame Maréchal qui veut revenir dans le monde d'avant. Est-ce que d'une certaine façon, Marion Maréchal n'est pas en train de rendre service à sa tante, alors que ce n'est pas du tout son but, mais en étant très dans l'extrême droite avec Éric Zemmour, qui lui est carrément contre l'islam, et je dis bien l'islam, pas l'islamisme, est-ce qu'elle finalement, elle ne donne pas l'impression que Marine Le Pen est plus modérée qu'elle ? Eh bien, ce n'est pas une mauvaise analyse. Je pense qu'effectivement, quand on arrive à ce degré de virulence dans les propos, effectivement, Marine Le Pen peut apparaître paradoxalement un peu plus modérée, même si je pense qu'il y a quand même un fond idéologique commun. Mais c'est vrai que Marine Le Pen a peut-être l'habileté d'enlever de ce vocabulaire des mots comme ensauvagement. Voilà, quand on entend ça, on a quand même peur. Toutes les deux, en tout cas, elles espèrent profiter de la débâcle des Européennes pour les Républicains. 8%, vous êtes un ancien républicain. Qui, pour redresser la droite, on sait que Christian Jacob est le grand favori à la présidence du parti. Qui est, selon vous, le plus à même à redresser ce parti? Je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas du tout? Parce que ce n'est pas au niveau de l'enjeu du défi du XXIe siècle. Que peut-on faire pour réformer notre pays, pour le faire avancer, pour qu'il soit fort sur un plan économique, pour assurer la cohésion sociale après une année extrêmement difficile avec les gilets jaunes qui ont des légitimes revendications sur le pouvoir d'achat, mais on a vu aussi émerger beaucoup de violences dans la société qu'il faut profondément apaiser. Voilà ce qui m'intéresse, moi, pour l'avenir. C'est l'avenir de mon pays, c'est le sens de l'intérêt général, c'est le sens du collectif, et certainement pas de revenir dans le monde d'avant où chacun veut faire dans son coin, faire revivre des partis qui, au fond, n'ont pas su répondre aux attentes des Français. Regardons l'avenir et essayons d'amener des idées et de travailler là-dessus. On parlait de Jacques Chirac et de son héritage à l'instant. Vous étiez aux Invalides tout à l'heure, comme d'autres candidats au municipal de Paris. Cérémonie solennelle demain. C'était important pour vous d'y aller cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez noté, si ce n'est pas trop indiscret, dans ce carnet, ce registre de condoléances? L'émotion, d'abord parce que je suis corrézien. Et donc forcément il y a une émotion singulière parce que Jacques Chirac aimait les Corréziens, il aimait les Français, mais l'homme au sens générique du terme dans sa diversité, et je crois que les gens lui reconnaissent ça, ils savent qu'il les aimait. Et moi je fourmille de 1000 anecdotes d'un Jacques Chirac humain, chaleureux, charismatique et qui s'étend la main à celles et ceux qui ont peu. Mais moi je voudrais plutôt parler de l'homme d'État. Dans tout bilan, il y a des contrastes, que ce soit à la ville de Paris, bien sûr, avec les réussites et les échecs, et à l'Élysée. Il faudra regarder ça de près. Mais je crois que Jacques Chirac, il a tenu 4 grands discours dans lesquels chaque Français peut se reconnaître. Le premier, c'est le discours du 16 juillet 1995. Jacques Chirac dit les choses. La responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. C'était courageux de le faire parce que personne ne l'avait fait avant lui. Deuxième grand discours, on en a parlé tout à l'heure, c'est le discours de Villepinte, où il met en garde contre l'extrémisme politique et singulièrement l'extrême droite. Le troisième, c'est le discours évidemment de Johannesburg. Il éclaire le XXIe siècle. La maison brûle. Il dit très clairement, le XXe siècle, l'enjeu, c'est le défi écologique de la transformation de nos modèles de développement. Et le quatrième, c'est évidemment le non à la guerre d'Irak. Et c'est ce que les Français retiennent. Oui, Jacques Chirac croyait au multilatéralisme, au dialogue des cultures, quand d'autres croient au choc des civilisations. Méditons son message. Méditons son message. Et puis, il y a cette question que tout le monde se pose un petit peu. Est-ce qu'il était de droite ou est-ce qu'il était de gauche, Jacques Chirac? Écoutez la réponse de Bruno Le Maire. Je pense que Jacques Chirac était un vrai gaulliste. Donc il n'était ni de droite, ni de gauche. On connaît la fameuse intervention du général de Gaulle disant « Mais la France, c'est pas la droite. C'est pas la gauche, la France. » Et je crois que Jacques Chirac, profondément, était comme ça. Il a, et c'est de l'originalité de son parcours, il a dirigé le RPR pendant des années, mais dans le fond, ça n'a jamais été vraiment un homme de parti. Il a guidé la droite, mais dans le fond, ce n'était pas vraiment un homme de droite. C'était quelque chose de différent. Il allait puiser des inspirations à gauche. N'oublions pas qu'il a distribué l'humanité quand on était jeune. Ce n'est pas si anodin que cela. Il a porté aussi des mesures très libérales de 1986 à 1988. Voilà, c'est l'originalité de son parcours qui fait que c'est un personnage inclassable.
Bon, Pierre-Yves Bournazel, j'espère que vous avez une réponse plus tranchée. Alors, droite ou de gauche, Jacques Chirac? Je pense que de droite, parce qu'il avait une autorité naturelle et il croyait à l'ordre, c'était très clair dans son parcours, gaulliste, mais en même temps aussi de gauche, parce qu'une culture profonde sur les questions de solidarité, d'aide à celui qui souffre, la volonté de tendre la main à ceux qui sont les plus démunis. On l'a vu avec le SAMU social à Paris, on l'a vu sur la question du handicap, sur le plan cancer. C'est un Corrézien. Et nous sommes des modérés, profondément modérés. Alors, il y en a un autre qui était aux Invalides cet après-midi, un de vos rivaux, Cédric Villani, candidat également à la mairie de Paris. On va l'écouter, Cédric Villani. On se souvient forcément de cette campagne menée tambour battant par Jacques Chirac pour conquérir l'Hôtel de Ville en 1977, devenant ainsi le premier maire de Paris après plus d'un siècle de vacances de ce poste. Et ça résonne d'autant plus avec moi qu'il y a mes origines corréziennes, puisque je suis né à Brive-la-Gaillarde. Et je retiens surtout de cette campagne de Jacques Chirac, une mairie, ça se conquiert sur le terrain. Voilà, on a l'impression qu'il se compare presque à Jacques Chirac, qui a occupé ce poste de maire de Paris pendant 18 ans. Vous êtes un député constructif, plutôt pro-Macron, donc. Qu'est-ce qui vous distingue d'un Cédric Villani ou d'un Benjamin Griveaux? Vous savez, je ne me pose pas cette question. J'ai une légitimité. C'est important de se la poser, non? Non, j'ai une légitimité. Je suis élu de Paris depuis 11 ans. À Paris, dans le 18e, j'ai toujours été fidèle. À Paris, au 18e, j'ai connu des défaites et des victoires, mais je suis resté là où on m'a fait confiance et j'ai construit une relation forte avec les citoyens. J'ai gagné une circonscription qu'on disait impossible de gagner. J'ai construit un projet. J'ai rassemblé autour de moi des hommes. Vous n'avez pas gagné seul? Non, bien sûr que non. Vous allez vous allier avec Villani? Non, mais il faut rassembler, bien sûr. Avec qui? Mais c'est pas avec qui, c'est avec quel projet? Qu'est-ce qu'on veut pour Paris? Et quel est le projet dont vous êtes le plus proche? Qu'est-ce qu'on garde? Mais la question est plutôt inverse, parce que j'ai un projet. J'ai publié un livre, je publie des livrets de propositions, et la question que je me pose, c'est quel est le projet des autres candidats? Moi, je l'attends. C'est pour ça que je demande un débat, peut-être sur LCI, pour qu'on puisse débattre du fond, s'intéresser aux Parisiens plutôt que s'intéresser à nous, s'intéresser à leur vie quotidienne, Mais pour à leur envie de se projeter dans le XXIe siècle. Villani au débat. Comment? Il semble hésiter, Cédric Villani, pour le débat. Mais je m'entends très bien avec Cédric Villani. C'est une personne qui a beaucoup de qualités. Simplement, je crois qu'il faut aller au fond des sujets, savoir ce que l'on veut pour cette ville. Moi, je crois avoir travaillé depuis de nombreuses années. J'ai autour de moi des gens différents. J'ai Amou Bouakas, qui était adjoint de Bertrand Delanoë, en charge d'association, qui y a rejoint, avec Max Guazzini, qui était un soutien de Bertrand Delanoë ou d'Anne Hidalgo, et aussi bien Jean-François Lamour, qui était ministre de Jacques Chirac. Ce qui compte, c'est les compétences, les talents et les énergies. Peu m'importe les parcours. Mais ce qui compte, c'est aussi moi, je suis prêt à gagner, construire avec des gens comme Cédric Villani ou d'autres, mais sur une majorité de projets. Que veut-on pour notre ville? Et avec lucidité, sans sectarisme. Il faudra garder ce que Mme Hidalgo a fait de bien. Il va falloir profondément changer ce qui a dysfonctionné. Donc vous pourriez vous allier avec soit l'un soit l'autre? Mais on ne peut pas gouverner Paris seul, et moi je ne souhaite pas que Paris soit gouverné par 1, 2 ou 3 partis. Et alors quelle est votre préférence? Je souhaite, c'est une excellente question, mais je la garderai pour moi. Et ma préférence, c'est notre projet que nous sommes en train de construire et ma candidature. Peut-être qu'elle n'est pas encore suffisamment connue. C'est moins difficile de récupérer le temps d'une campagne de la notoriété que de la légitimité. Mais on sent une petite préférence pour Cédric Villani. Est-ce qu'on se trompe? C'est vous qui le dites. Je n'ai pas de préférence de personne. Vous avez dit que vous entendez très bien avec... Ma préférence, c'est Paris. Qu'est-ce qui est bon pour Paris? Qu'est-ce qui est bon pour les Parisiens? C'est ce qui m'anime. Et j'ai envie de poursuivre mon chemin en toute liberté, en toute responsabilité, parce que je pense que je peux être, avec mon équipe, une solution. Une dernière question là-dessus. Oui, moi je suis conseiller de la majorité, Pierre-Yves Bournazel est celui de l'opposition, et donc j'apprécie tout à fait son travail et son parcours. Néanmoins, surtout dans cette journée, et sans être désobligeant, il faudrait quand même que quelqu'un qui a votre parcours nous dise quelques mots, y compris peut-être de distance, avec la mairie telle qu'elle a été gérée par Jacques Chirac pendant un certain nombre d'années. Ça serait quand même aussi un point important de voir qu'il y a encore peut-être une gauche, une droite et des choses différentes. Oui, moi je veux bien parler du bilan de Jacques Chirac. Alors, pas aller en profondeur, parce qu'on le fera peut-être après l'hommage. Il faut qu'on avance. D'abord des points positifs. Jacques Chirac, c'est le rayonnement international de Paris. Jacques Chirac, c'est le palais omnisport de Paris-Bercy. C'est aussi ce qui apparaît dépassé aujourd'hui, mais qui était très moderne à l'époque et qui a permis
que Paris soit une ville propre, c'est les motocrottes. Jacques Chirac, c'est le refus de la bétonisation de Paris. Par exemple, il s'est opposé à des grands projets privés de l'immobilier, il a préservé des espaces verts. Et puis un bilan plus contrasté, c'est vrai, il y a eu un certain nombre d'affaires, nous en parlerons à un autre moment. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Jacques Chirac aimait les Parisiennes et les Parisiens, il aimait Paris, et je pense que les Parisiens aimaient leur maire, et ça c'est important parce qu'il y a un lien profond entre les citoyens et leur maire, et je pense qu'il serait bien de renouer avec cela. Ce qui fait parler aussi ce week-end, c'est bien sûr cet incendie spectaculaire de l'usine Lubrizol à Rouen. L'incendie est éteint, mais il continue d'inquiéter. Alors le préfet a assuré que la qualité de l'air était normale, mais donc la population s'inquiète des risques de contamination. Les autorités se veulent rassurantes. Édouard Philippe, lui, aujourd'hui, il était à l'université du Modem. Il a eu un mot sur cet incendie. Il le dit, il veut faire la transparence totale sur cet incendie. L'engagement du gouvernement est, en la matière, de répondre à toutes les questions, de faire la transparence totale, pas la plus grande, la transparence totale sur l'ensemble des données qui sont à notre disposition et de travailler le plus intensément possible avec l'ensemble des acteurs locaux et nationaux pour trouver les solutions, pour donner les garanties et pour régler au plus vite cette situation dont j'ai dit combien elle me préoccupait et combien elle inquiétait légitimement les Rouennais. Est-ce que le gouvernement a été transparent sur cette question? C'est la question que certains se posent. On sait que certains députés de gauche demandent une commission d'enquête parlementaire sur la question. Est-ce que, selon vous, la communication du gouvernement a été la bonne sur ce sujet? Moi, je trouve que la prise de parole du Premier ministre est salutaire. Elle est importante, parce qu'il dit qu'il veut la transparence, et je pense que c'est normal. Le respect que l'on doit aux citoyens, c'est la transparence. Pourquoi? Parce qu'il y a des légitimes inquiétudes, on doit pouvoir y répondre. Ce qui s'est passé est très grave et démontre ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut profondément aussi changer notre modèle de production. Il y a un certain nombre de sujets structurants derrière tout ça. Ce n'est pas le premier incident et c'est très grave. Et moi, je souhaite qu'il y ait une transparence totale, qu'on sache ce qui s'est passé et quelles sont les... Vous trouvez que localement, ça a flotté les explications ce week-end ou pas pour les habitants? Vous auriez été habitant de Rouen. Je n'en sais rien honnêtement, donc je ne souhaite pas faire de polémique. Mais ce que je sais, c'est que je respecte profondément les habitants qui sont angoissés. Il faut le comprendre et il faut les accompagner et il leur faut la totale transparence. Et on va les écouter, peut-être ces habitants qui se sentent presque obligés de porter des masques quand ils sortent en ce moment à Rouen. On regarde. Je suis pas inquiet, je suis désespéré. Ça fait des années qu'on dit que ça va péter, ça. Ça fait des années qu'on dit que ça va péter. Regardez, on y est. Et mes inquiétudes, ce sont des particules qui peuvent être dans l'air, qui peuvent être très nocives, non pour la santé et encore plus pour moi, pour mes poumons. Malgré le masque, c'est irritant. C'est irritant pour les lèvres, pour la gorge, pour les yeux. Personnellement, je pense qu'ils minimisent. Voilà, les habitants paniqués. Jean-Marie Le Guen, vous souhaitiez réagir? Écoutez, de toute façon, ce qui est certain, c'est que ce genre d'événement vient rajouter à de la pollution habituelle et a forcément des effets négatifs Agnès sur Buzyn la santé la ville est polluée. Voilà, sur la santé des plus fragiles. Alors après, est-ce que c'est un phénomène sur lequel on ne fait pas toute la transparence? Personnellement, je n'y crois pas, parce que les gens qui me font les mesures, etc., c'est des fonctionnaires qui habitent Rouen, qui sont comme vous et comme moi, et qui ont envie que... Il y a un décalage de temps. Après, il y a un décalage de temps, c'est sûr, pour être certain d'eux. Puis après, ça pose deux types de problèmes. Comment on arrive à retrouver un lien, un dialogue avec une population qui est légitimement inquiète? Pierre-Yves Bournazel le disait, et c'est vrai, il faut accepter le fait que les gens sont inquiets là-dessus, donc il faut du dialogue et de la transparence. Puis deuxièmement, il y a tout le problème de ces usines. Celle-là m'a l'air pas forcément la plus championne en matière de sécurité. Je m'avance un peu, mais enfin, c'est pas la première fois qu'elle a un incident. Et donc, comment on gère ces zones qui, par ailleurs, sont nécessaires? Je constate qu'à une autre époque, pour parler peut-être du temps de l'époque de Jacques Chirac, on aurait parlé aussi des salariés de l'usine dont on ne parle absolument pas, qui vont quand même être, eux, alors, dans une histoire de chômage technique, peut-être après plus lourdement. C'est effectivement l'autre question. Il y a d'autres questions qui ne se posent plus du tout dans le débat public et qui, pourtant, il y a quelques années, auraient été présentes dans le débat Benjamin Morel, une dernière intervention là-dessus. Oui, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a un aspect ex post qui est important, parce qu'en effet, ici, on a toutes les questions qui se posent concernant la façon dont on peut rassurer la population. Très clairement, dans les crises sanitaires, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Et on a vu qu'en plus, il y avait des précédents avec notamment Notre-Dame. Donc ça,
c'est important. Mais ce qui est peut-être plus important, c'est comment est-ce qu'on évite que ça se reproduise. On a une baisse d'environ un tiers des enquêtes sur les sites Céveso depuis 10 ans. Là, il y a un vrai problème. Alors moi, si j'avais une question à vous poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas en effet qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire là-dessus pour qu'on voit vraiment quels sont les dysfonctionnements en amont, qu'on voit où est-ce que ça ne marche pas dans le ministère et qu'éventuellement on adapte la réglementation. En tout cas, ça ne peut pas être un sujet tabou. Les parlementaires sont tout à fait légitimes à réclamer. Vous demandez une commission d'enquête parlementaire ? Certains l'ont demandé, donc c'est déjà fait. Mais j'abonde dans ce sens. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'enquête pour faire la transparence. Même s'il y a déjà une enquête judiciaire. Les enquêtes parlementaires existent sur d'autres domaines. Je ne vois pas et non pas sur ce sujet important. Je crois que c'est essentiel que le Parlement se saisisse du sujet. Allez, justement, ça fait parler. On va continuer à en parler juste après la pub. Vous restez avec nous. On parlera aussi du budget 2020. On se retrouve dans 2 petites minutes. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bournazel, d'être passé nous voir ce soir. Merci.